Donc, se cacher derrière « je n'utiliserai jamais l'IA », là, c'est pas être journaliste. Il faut peut-être changer de métier. C'est comme l'apparition d'Internet il y a 20 ans. Eh bien, les gens étaient paniqués et puis finalement, maintenant, c'est incontournable. C'est que les étudiants pensent encore que l'IA permet de travailler à leur place et qu'ils seront récompensés de cette supercherie. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'un papier a été écrit par de l'IA à X%, et en fait, pas toujours. Je serai peut-être qu'un clone dans quelques années, donc profitez de ma vraie présence. L'IA n'a aucun recul, l'IA n'a aucune éthique, l'IA est une machine. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Lab Quark, le podcast qui explore l'impact de l'innovation dans le monde de la formation et de l'éducation. À l'heure où l'intelligence artificielle transforme en profondeur nos métiers et nos pratiques pédagogiques, comment former dans un secteur aussi sensible que le journalisme, où rigueur, éthique et vérification sont au cœur des préoccupations, et plus largement, comment l'intelligence artificielle impacte la création de contenu, la qualité des formations et l'adhésion et l'engagement des apprenants. Pour explorer toutes ces problématiques et ces questions, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Ludovic Plas. Bonjour Ludovic. Bonjour Tania, merci de m'inviter. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Donc tu es le directeur de l'ISFJ, l'Institut supérieur de formation au journalisme. Et nous Absolument. Et nous allons... J'avais fact-checké cette information. Ce n'est pas une IA qui parle, c'est bien moi. Très bien. Donc, comme tu le sais, nous allons commencer par une séquence de vrai-faux pour que tu puisses tout simplement m'indiquer quelle est ta position par rapport à des affirmations que je vais te soumettre. C'est parti ? C'est parti. Très bien. Donc, l'IA menace directement l'avenir du journalisme professionnel. Faux. Dans un secteur comme le journalisme, intégrer l'IA à ses pratiques revient à trahir l'éthique. Faux. L'IA est capable de comprendre et de saisir les enjeux de l'éthique dans le monde du journalisme. Faux. Et enfin, les IA vont bientôt remplacer les ingénieurs pédagogiques. Faux. Très bien. Bon, alors on va pouvoir... J'ai mis faux à tout. Oui, tout à fait. J'espère que j'ai vrai. Eh bien, l'interview va pouvoir sans doute apporter des pistes pour qu'on puisse tenter de répondre à ces Et questions. on verra si j'ai eu raison. Tout à fait. Tout à fait. Donc tout d'abord, comment est-ce que tu vois l'évolution du rôle des écoles à l'ère de l'intelligence artificielle ? Je pense que l'intelligence artificielle va donner aux écoles un élan différent, une nouvelle approche pédagogique, et forcément l'IA va permettre de gagner du temps sur certains aspects de la formation, va permettre d'explorer de nouvelles voies pédagogiques. Donc je pense que l'IA est un avantage qu'il faut saisir. L'IA est un outil incontournable désormais, et se passer de l'IA serait une grave erreur, à condition d'apprendre à s'en servir et de le distiller avec intelligence naturelle. Naturelle, qui reste tout de même fondamentale. C'est cela. Et de fait, est-ce que tu peux partager avec nous un retour d'expérience ? Est-ce que tu as intégré l'IA à tes outils aujourd'hui ? L'IA est absolument intégrée aux outils pédagogiques et aux outils de formation, puisque l'IA va nous permettre d'imaginer des plans de cours, par exemple, mais l'IA va permettre aussi aux étudiants en journalisme de participer à l'écriture d'un article, participer à la réalisation d'un reportage pour le montage, par exemple. Donc l'IA, finalement, elle est présente partout. Elle est déjà, finalement, dans les us et coutumes, mais il faut apprendre à se freiner parce que parfois l'usage est abusif. Il faut apprendre à se contrôler parce que parfois l'usage est faux. C'est-à-dire que l'IA peut nous emmener sur des fausses pistes. Bien sûr. Donc, c'est comme l'apparition d'Internet il y a 20 ans. Eh bien, les gens étaient paniqués et puis finalement, maintenant, c'est incontournable. C'est peut-être aussi comme l'apparition de l'imprimerie ou de la roue. Peut-être que ces outils faisaient peur, mais il a fallu apprendre à s'en servir. Et maintenant, on s'aperçoit que sans ces outils, rien ne pourrait fonctionner. Donc moi, j'ai totalement confiance en cet outil, à condition d'apprendre à le maîtriser. Très bien. Et comment réagissent tes formateurs par rapport à ça ? Alors, les formateurs sont ravis que l'IA apparaisse. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi s'en emparent et eux aussi avaient un petit peu de difficulté à se dire que les étudiants allaient s'en emparer et donc il allait falloir peut-être les contrôler
les former, les éclairer, leur mettre des limites, leur apprendre finalement que l'IA est un outil et non pas une substitution humaine. Et donc, ils sont ravis parce que justement, c'est pas du tout tabou, c'est pas du tout caché. Et c'est comme avoir un smartphone entre les mains pour travailler. On peut imaginer que l'IA est un bonus, un plus, et que ne pas apprendre à s'en servir, ce serait peut-être se priver d'une avancée que d'autres vont utiliser. Donc, autant être dans l'air du temps, voire même de prendre de l'avance. Et tu penses que justement, c'est une vraie adhésion presque philosophique à l'intelligence artificielle ou c'est parce que c'est en quelque sorte comme un passage obligé? On sait que si on n'embarque pas l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos pratiques, on risque d'être vite dépassé de la part des formateurs. Pour moi, c'est un passage obligé. Alors certains, évidemment, sont réticents puisque pour eux, il faut tout faire par soi-même. Mais de même que quand le métier de journaliste a démarré, eh bien, on écrivait à la plume. À un moment donné, on a bien fini par écrire avec un ordinateur. Certains, sans doute, à l'époque, s'en sont offusqués. Quand on tournait, il y a quelques années encore, des reportages avec de la pellicule et qu'on les passait à la vidéo puis au numérique, certains s'en sont offusqués. Ceux qui n'ont pas pris le bon virage, eh bien, se sont arrêtés de travailler. Ceux qui ont pris le bon virage, eh bien, ont continué à travailler, voire même ont eu encore plus de travail. Donc, les formateurs les plus éclairés prennent plutôt bien ce virage. Et de toute façon, dans les métiers de la communication, du journalisme, de la réalisation, ne pas être ouvert aux transformations, c'est avoir mal compris le métier. Et est-ce que tu penses qu'il y a justement une différence peut-être d'adhésion, de pratique, d'usage, d'adoption des intelligences artificielles entre les formateurs et les ingénieurs pédagogiques? Je pense qu'il y a une différence d'appréciation parce que nos formateurs sont des professionnels en activité. Et la pédagogie, pour eux, c'est une activité complémentaire. Donc peut-être qu'ils viennent enseigner à nos étudiants avec des réflexes qui sont encore les leurs. Et peut-être que dans certaines rédactions, par exemple, l'IA n'est pas encore tout à fait adaptée ou adoptée. Et du coup, ils n'ont peut-être pas encore pris ce réflexe. Et quand on leur impose, ou quand on leur propose, ils n'y ont peut-être même pas forcément encore pensé. Et ce n'est pas forcément une question de génération, c'est juste que dans certaines rédactions, l'IA est déjà présente, dans d'autres pas du tout. Donc le formateur, lui, il va quand même devoir intégrer dans sa réflexion ce que propose la pédagogie, à savoir d'instiller une bonne dose d'IA dans toutes les formations. Et est-ce que tu peux me donner des cas concrets d'utilisation de l'IA? Alors il y a plusieurs cas concrets. Tout commence par la rédaction d'un article de presse, d'un papier. Eh bien, l'idée, c'est de donner à l'étudiant la possibilité de chercher ses sources via l'IA, peut-être de réfléchir à la structure de son article avec l'IA, et donc de gagner du temps sur plutôt la mise en place du papier, sur la forme comme sur le fond. Et le temps gagné sur cette utilisation permet peut-être d'explorer plus encore le fond d'un sujet, peut-être permet de passer des coups de fil pour vérifier ces informations là où on n'avait pas forcément le temps, peut-être d'être encore plus précis dans le choix des mots, dans la structure du papier. Donc je pense qu'on va gagner avec l'IA dans la précision, le temps imparti sur la création des contenus. Mais évidemment, il faut que chaque article garde une personnalité. Et donc moi je dis toujours aux jeunes journalistes, utilisez l'IA qui, elle, n'a pas de personnalité, au service de votre personnalité. Et donc ce qu'elle va vous apporter vous permettra d'avoir encore plus de personnalité puisqu'elle va vous faire gagner du temps. Donc ce que vous pouvez apporter vous-même, eh bien ce sera ce qu'elle vous a apporté avant. Et vous, ça vous permettra de plonger encore plus dans votre vision, votre expertise, votre sensibilité. Parce qu'avant, peut-être, on devait écrire de manière mécanique. Là, la mécanique, elle est apportée par l'IA et la personnalité, elle reste entre les mains du journaliste. Pour moi, c'est ça l'avantage de l'IA. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me définir justement ce qu'est un journaliste ? Un journaliste, c'est quelqu'un qui va aller chercher une information. Cette information, il va falloir qu'il la source, qu'il la recoupe et qu'il la traite avant de la diffuser. Donc le journaliste, eh bien, parmi ses sources, il y aura l'IA.
parmi cette capacité de traitement, il y aura l'IA. Mais à la fin, c'est lui qui décidera de la publication, c'est lui qui sera garant de la bonne diffusion de l'information. Donc un journaliste, c'est quelqu'un qui va diffuser la bonne information avec les bonnes pratiques, avec l'éthique, la déontologie. Mais c'est celui qui signe, donc il en est responsable. Donc on peut dire, ah ben c'est l'IA qui ceci ou qui cela. Non, le journaliste, il reste responsable de ce qu'il diffuse. Et donc ça restera toujours un être humain qui, à la fin, aura le pouvoir de signer et d'assumer la diffusion de l'information. Pour moi, c'est le rôle du journaliste. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'assume pas ce rôle. Mais en tout cas, c'est ce qu'on enseigne à l'ISFJ. Très bien. Et du coup, à l'ISFJ, comment vous gérez la problématique de la déontologie, la problématique aussi du fact-checking, le fait de vérifier les informations qui sont transmises par l'intelligence artificielle? Si je te suis, l'intelligence artificielle peut permettre d'accélérer la structure d'un article, par exemple, peut aussi accélérer l'enrichissement des informations, mais nécessite tout de même derrière une vérification. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé aujourd'hui aux élèves, qui est imposé aux formateurs aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui entre réellement aujourd'hui dans le cursus de vos formations? À l'ISFJ, le principe de base, c'est l'éthique. Et ce sont les bonnes pratiques. Et c'est ce qui fera toujours la différence entre un journaliste et quelqu'un qui diffuse de l'information. Le journaliste, il va systématiquement mettre sa capacité à vérifier au service de l'information. Son éthique et sa déontologie au service de l'information. Donc effectivement, parfois il faut aller vite, parfois on manque de temps pour vérifier une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, mais il faut prendre ce temps-là, quoi qu'il arrive, parce que c'est ce qui permettra toujours aux journalistes de rester un journaliste, d'avoir cette valeur ajoutée et d'avoir cette crédibilité. Moi, je veux que les journalistes de l'ISFJ soient crédibles, et la crédibilité, elle passe par la déontologie, elle passe par l'éthique. De toute façon, il y a un code éthique et déontologie, et ça, c'est un enseignement majeur à tous les étudiants de l'ISFJ, quels qu'ils soient, de la première à la 5e année. Il existe des cours d'éthique et de déontologie. D'accord, et du coup, qui, j'imagine, ont été adaptés avec Voilà. l'introduction de l'IA et le fait que ça devienne vraiment une pratique aujourd'hui qui est incontournable dans votre métier. C'est exactement cela. D'accord. C'est une adaptation pédagogique avec les nouveaux usages. Et de fait, ça m'amène à une question, puisque dans le journalisme, il y a la notion de source qui est très intéressante, qui est très importante. De source, j'entends, qui part d'un relationnel. On connaît des personnes qui vont pouvoir nous donner du off, qui vont pouvoir nous donner ces informations. Est-ce que ceci va quand même subsister, penses-tu, ou est-ce que ça va être totalement remplacé par les chatbots qui vont pouvoir se substituer à ça? Je pense que le journaliste ne devra jamais se passer d'aller vérifier l'information à la source. Je parle d'un fait divers, par exemple. Rien ne remplacera un coup de fil aux pompiers. Rien ne remplacera un coup de fil à la gendarmerie. Rien ne remplacera un coup de fil aux autorités judiciaires. Rien ne remplacera un coup de fil aux témoins. Rien ne remplacera un coup de fil à celles et ceux qui, de près ou de loin, soient associés à ce fait divers ou à cet événement. Donc oui, la manière dont on va aller sourcer l'information restera pour moi toujours la même. Et l'IA sera aussi une capacité à vérifier certaines informations. Donc ça rentrera aussi dans la possibilité d'aller chercher l'information via ce biais, mais il faudra bien vérifier que l'IA elle-même donne une information que l'on doit vérifier en permanence, parce que l'IA n'est pas source d'informations comme peut l'être par exemple l'agence France Presse ou une agence de presse qui, elle, est une source officielle. L'IA, c'est encore une fois un outil supplémentaire, comme on pourrait se plonger dans un journal, comme on pourrait se plonger dans un dictionnaire, comme on pourrait se plonger dans une encyclopédie, mais parfois il faut vérifier, contre-vérifier. Et je pense que les vérifications classiques, telles qu'elles sont apprises à l'ISFJ, elles persisteront, elles perdureront, et peut-être même il faudra les renforcer encore et encore. Il faut déconstruire l'étudiant qui part du principe, dans les nouvelles générations, que tout ce qui est vu sur un smartphone est vérité. Bien sûr. On sait tous que ce qui est vu sur un smartphone, parfois, est même le contraire de la vérité. Donc, en fait, l'étudiant doit comprendre que le journaliste, c'est la quête de la vérité. Et est-ce que tu as aussi un retour d'expérience à partager avec nous sur éventuellement des erreurs que vous avez pu faire à l'ISFJ sur l'introduction de l'IA dans vos pratiques pédagogiques? Alors, des erreurs commises
au plan de la formation, non. En revanche, des étudiants qui livrent des papiers, des articles 100% réalisés par l'IA, mais j'en ai très souvent. Et vos Étudiants qui pensent que personne ne verra que c'est un article rédigé 100% avec l'IA. Donc l'erreur, elle vient de là. C'est que les étudiants pensent encore que l'IA permet de travailler à leur place et qu'ils seront récompensés de cette supercherie. En fait, non. Là, récemment, conseil de discipline, un article 100% réalisé avec l'IA pour un cours d'IA et de déontologie, c'est un comble. Donc l'étudiant a été sanctionné évidemment d'un 0, d'un conseil de discipline et sous la menace d'une exclusion. Donc les erreurs, elles sont plutôt commises par les étudiants qui pensent que dans la génération des formateurs, eh bien, les générations ne sont pas encore aguerries, formées et au fait de l'IA. Et je pense qu'ils commencent à se rendre compte que tout le monde est au même niveau pratiquement de connaissance de l'IA. C'est extrêmement, j'imagine, discriminant, puisque on parle d'éthique et que l'étudiant qui utilise l'IA pour livrer à 100% un article réalisé par l'IA n'est pas du tout dans le respect de l'éthique qui est au cœur de la formation. Je pense que l'étudiant qui commet cette erreur, n'a rien compris à la formation, n'a rien compris au métier de l'information, et effectivement est en contradiction avec lui-même, puisque l'idée quand même, c'est de pouvoir montrer des capacités par soi-même. Donc oui, un étudiant dans cette logique-là, il a tout faux. Dans l'apprentissage de la maîtrise de cet outil, tous les étudiants nous disent à quel point c'est extrêmement utile, c'est incontournable et ils nous remercient d'accepter finalement d'utiliser cet outil. Mais il n'y a pas eu d'erreur manifeste commise par le corps pédagogique, pas du tout. Les erreurs, elles viennent souvent des étudiants qui outrepassent l'utilisation. Et comment, de fait, les formateurs sont-ils sensibilisés ou peut-être même formés à la détection de contenus 100% rédigés à partir de l'intelligence artificielle ? Tout passe par la moulinette d'outils de détection, qui sont eux-mêmes gérés par des IA d'ailleurs. Mais il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'un papier a été écrit par de l'IA à X%, et en fait, pas toujours. Parce que, par exemple, la vérification de l'orthographe, qui peut être faite par l'IA, eh bien, on part du principe que là, en revanche, ce n'est pas un papier qui a été fait par l'IA. De demander à l'IA de vérifier l'orthographe, c'est plutôt une bonne idée. Bien sûr. Même si l'étudiant perd toute notion d'écriture, parce que finalement, c'est l'IA qui va écrire, enfin, pas écrire à sa place, mais en tout cas, corriger à sa place. Mais du coup, si cet article a été corrigé par l'IA, on peut, en vérifiant la manière dont il a écrit, considérer qu'il a été 100% fait par l'IA. Donc il faut faire attention aussi à la manière dont l'IA restitue elle-même son utilisation. Tout à fait. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'IA est capable d'avoir du recul et elle-même d'avoir une forme d'éthique ? Alors l'IA n'a aucun recul, l'IA n'a aucune éthique, l'IA est une machine. Donc l'IA ne fait que ce qu'on lui demande et ne restitue que ce qu'on lui donne. Donc pour moi, elle n'a aucun recul. Elle ne va pas prendre le pouvoir sur l'être humain, je n'y crois absolument pas. En revanche, elle se trompe. En revanche, elle raconte parfois n'importe quoi. En revanche, elle va trop loin dans ce qu'on lui demande et elle ne comprend pas toujours ce qui lui est demandé. Donc c'est cette nourriture-là qui va lui permettre de s'améliorer. On est au début de l'IA, donc entre ce qu'elle a ingurgité il y a ces 12 derniers mois et ce qu'elle va ingurgiter les 12 prochains, déjà elle va s'améliorer. Bien sûr. Donc ça veut dire que les risques d'erreur sont peut-être moindres, mais elle n'aura jamais aucun recul. Ça, j'y crois absolument pas. Mais sachant que l'IA se nourrit aussi, comme tu l'as souligné, de ce qu'on lui apporte, si l'éthique fait partie justement de l'apport par les formateurs au journalisme et les journalistes, est-ce qu'elle ne va pas aussi peut-être adopter finalement des pratiques qui se rapprocheront davantage d'une forme de déontologie, pas du tout avec du recul, parce que ça, tu as répondu et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça n'arrivera pas. En revanche, simplement d'un point de vue mécanique, elle va être nourrie de déontologie, donc elle pourrait... sans le savoir, voilà, elle va être de plus en plus éthique et déontologique. Mais le recul, pour moi, c'est de la conscience. Il n'y a que l'humain jusqu'à présent qui est conscient. Même les animaux domestiques n'ont pas de recul.
Et est-ce que tu penses qu'il serait possible qu'un jour, justement, l'intelligence artificielle serve de vérification vraiment, et non pas l'inverse, c'est-à-dire qu'elle ne proposerait pas du contenu qui devrait être vérifié par la suite par les journalistes, mais le journaliste lui proposerait un contenu pour qu'elle puisse justement vérifier la véracité des informations qui... Oui, il pourrait y avoir des applications dédiées à la vérification, effectivement, des informations. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui t'intéresserait? Je pense que de toute façon, ça arrivera, hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme les correcteurs orthographiques. Il y a quelques années, ils corrigeaient peut-être 2-3 fautes d'orthographe et ils n'avaient pas du tout de recul sur les accords, par exemple. Et maintenant, tout ça, c'est fait. Bien sûr que c'est intéressant. Tout ce qui permet de gagner du temps dans un souci effectivement éthique, déontologique et dans la certitude de diffuser la bonne information, c'est très bien. Mais effectivement, après, c'est qui vérifiera que l'éthique de la machine est bien contrôlée par une éthique elle-même. Là, on ne s'en sort plus. Mais moi, j'ai une solution assez... Je t'écoute. Alors, ce qui va différencier toujours le journaliste de l'IA, c'est la capacité du journaliste à aller sur le terrain. Donc déjà, je continuerai à demander aux journalistes d'aller sur le terrain, à les former à aller sur le terrain et ajouter au terrain l'investigation. C'est-à-dire que ce qui fera la différence, c'est cette capacité du journaliste à aller chercher l'information par lui-même sur le terrain. Donc on va bien différencier les journalistes qui font du rewriting, de la réécriture, de la diffusion d'informations à partir d'autres informations, de ceux qui vont mener une enquête, faire de l'investigation et sortir des informations. Donc à l'ISFJ, cette progression pédagogique, elle est totalement identifiée. En première année, on est sur l'actualité, l'utilisation des outils qui permettent de faire un journalisme relié à une actu, donc traiter l'information assez rapidement. Et en deuxième année, c'est cette capacité à traiter l'investigation. Et donc là, c'est le journaliste lui-même qui sort une information et qui ira enrichir l'IA. Et est-ce qu'à l'ISFJ, vous organisez des débats autour de ces problématiques? Alors, il y a des débats effectivement à travers un cours qui s'appelle IA, éthique et déontologie. Donc ça, c'est très identifié. C'est un cours plutôt académique, alors qu'à l'ISFJ, on est plutôt dans des cours pratiques. Et là, le formateur, qui est un expert du journalisme et de l'IA, va proposer aux étudiants effectivement d'utiliser ces outils, leur apprendre à s'en servir et de débattre sur une sincérité à les utiliser, une intégrité à les utiliser et savoir si oui ou non il faut s'engouffrer dans cette pratique-là ou au contraire freiner. Donc évidemment, il y a les pour, il y a les contre et ça continue effectivement à se nourrir de débats. Mais je pense que un journaliste doit se servir de tous les outils possibles, de même qu'à une époque, il était peut-être inconcevable de filmer avec un smartphone, parce qu'on considérait que ce n'était pas un outil journalistique, il fallait une grosse caméra. Et maintenant, on tourne avec un smartphone, on monte avec un smartphone, on diffuse avec un smartphone, on est son propre média. Donc il y a bien des évolutions qui sont tellement incroyables que l'IA en fait partie. Et être contre le progrès, pour moi, c'est pas du tout journalistique. Donc oui, il y en a qui résistent, il y en a qui rechignent. Mais ceux qui rechignent, c'est qu'ils ont peur de la technique, ils ont peur de l'évolution, ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur d'eux-mêmes. Est-ce que tu peux développer? Certains journalistes ont peur d'eux-mêmes, même les plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez conservateurs, finalement, face à des évolutions qui sont inévitables. Je vous donne un exemple. On n'imaginait pas qu'un journaliste puisse un jour écrire, tourner, monter, diffuser, et donc maîtriser l'outil technique. Et moi, je dis toujours aux journalistes, soyez aussi à l'aise avec un micro qu'avec un stylo. Soyez aussi à l'aise devant ou derrière la caméra. Soyez aussi à l'aise à l'écriture qu'à l'image. Soyez aussi à l'aise avec le son qu'avec finalement les silences. Pourquoi? Parce que c'est cette capacité à utiliser tous les outils qui vous donneront du travail. Et ceux qui se disent non, je vais me spécialiser uniquement dans un genre journalistique, presse écrite exclusivement ou télé exclusivement, eh bien finalement, c'est qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de se confronter à de nouveaux outils, à de nouvelles situations. Ils ont peur
d'être au-delà d'une zone qu'il maîtrise. J'aime pas cette expression, mais la zone de confort. Et finalement, c'est tout sauf être journaliste que d'oser explorer, que d'oser se plonger dans quelque chose qui est inconnu, parce que le journaliste, il doit être en avance sur son temps. Et donc, avoir peur d'utiliser l'IA, c'est avoir peur de soi-même, puisque on a peur de se confronter avec l'inconnu. Or, le journaliste, ce qui l'intéresse, c'est l'inconnu. Bien sûr. Le journaliste, ce qui l'intéresse, c'est d'aller poser des questions à des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de témoigner. C'est d'aller sur des terrains ou des territoires méconnus et de montrer justement à la société ce qui existe. Donc l'IA, montrer que ça existe, montrer qu'on peut en tirer avantage, montrer qu'on doit aussi en faire attention, montrer qu'il faut effectivement distiller une bonne dose d'IA sans pour autant se renier, eh bien c'est ça être journaliste. Donc avoir peur de l'utiliser, c'est avoir peur d'être journaliste. Donc avoir peur de soi-même. Et pour moi, un journaliste, il est tout sauf conservateur. Il est dans l'idée de finalement bousculer les codes de la société, informer la société et peut-être aussi l'alerter. Donc en utilisant l'IA, le journaliste il sera à même de dire c'est bien pourquoi, c'est pas bien, comment, où aller, comment y aller, mettre des curseurs, mettre des alertes, des petits warnings, ou au contraire dire voilà ce qu'on peut en faire. Donc se cacher derrière je n'utiliserai jamais l'IA, là c'est pas être journaliste, il faut peut-être changer de métier. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir une frontière qui s'amincit entre les créateurs de contenu qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et qui vont du coup créer du contenu sans avoir forcément d'éthique et de déontologie, et le journalisme en tant que tel. Déjà, est-ce que tu peux me donner ton ressenti par rapport à cette tension qui peut arriver aujourd'hui, et aussi me dire si tu notes une évolution des aspirations, des motivations des personnes qui rejoignent l'ISFJ? Alors, c'est vrai que l'information, c'est quelque chose maintenant qui est accessible à toutes et à tous, à la fois pour la recevoir, à la fois pour la diffuser. Donc, qui veut, entre guillemets, diffuser une information peut le faire. Un smartphone, un enregistrement, un canal de diffusion, et ça y est, l'information, elle part, et parfois, elle peut avoir plus d'impact que le JT de 20 heures. Mais aucune éthique, aucune déontologie, aucune vérification. C'est juste diffuser une information. En revanche, diffuser une bonne information, vérifier, sourcer, recouper, ça c'est le rôle du journaliste. Donc finalement, l'étudiant qui confond un peu l'influence, qui confond un peu la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux, eh bien c'est à charge pour l'ISFJ de le former, de l'éclairer, de lui mettre un cadre. Et c'est vrai que finalement, on ne sait plus très bien distinguer le vrai du faux. On ne sait plus très bien distinguer l'influenceur du journaliste. Tout à fait. On ne sait plus très bien distinguer l'information qui est une information qui a de l'importance et qui donc il faut faire connaître aux gens et qui va être vue et entendue, ou une information qui n'a aucun sens et qui pourtant va avoir un impact absolument incroyable. Donc c'est vrai que l'ISFJ, les formateurs, l'école, les jeunes étudiants naviguent dans ces univers parfois un peu flous. Donc il faut remettre une bonne dose de bonne pratique, une bonne dose de journalisme, je dirais certifié. Donc certifié, ça veut dire passer par des codes, passer par des formations, passer par finalement des balises, des garde-fous. Et puis pourquoi pas, j'y pensais peut-être même, on pourrait presque imaginer info réalisée, à l'époque on disait sans trucage. Tout à fait. Là, ça également, on pourrait peut-être dire info réalisée sans IA, ou en tout cas à partir d'une IA vérifiée, ou une IA conforme à une certaine éthique. Donc on pourrait aussi peut-être faire attention. Mais parfois, je le vois bien sur les réseaux sociaux, une image, eh bien, c'est très difficile de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Un visage humain, on peut se dire, mais c'est vrai. Et en fait, c'est complètement faux. Et on le voit très souvent. Et notamment, alors ça, c'est un petit peu en parallèle, mais toutes les personnes qui pensent avoir accès à des stars
et qui s'aperçoivent qu'en fait, ce ne sont que des pirates Oui, qui s'emparent d'une personnalité. tout à fait. Donc c'est très très difficile. Mm. C'est très difficile. Donc il faut peut-être aussi avoir des organes de presse qui soient plus forts, des organes de presse qui soient soutenus, peut-être par celles et ceux qui veulent que l'information elle ait son rôle à jouer, mais soutenu par qui? Soutenu comment? Est-ce que le journalisme d'opinion est du journalisme ou c'est une autre façon d'informer? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais qui dépassent l'IA et qui de toute façon ont toujours finalement existé. Puisqu'en France, parfois, entre un journal de gauche, entre guillemets, et un journal de droite, l'information, elle était peut-être la même, elle n'était peut-être pas traitée de la même manière. Donc, de toute façon, c'est cette capacité à bien lire l'information, elle est effectivement enseignée dans les écoles, mais il faudrait peut-être aussi enseigner à celles et ceux qui reçoivent l'information à la prendre avec un certain recul et une certaine précaution. Et ça, il faudrait l'enseigner peut-être dès la maternelle. Oui, à t'entendre, je me dis que ça doit être peut-être même un vrai enjeu national. Oui. Au même titre qu'on peut avoir aujourd'hui une obligation pour les créateurs de contenu, les influenceurs, de signifier à leurs followers, aux personnes qui vont suivre leur contenu que ces contenus sont rémunérés. Ça pourrait effectivement être aussi une obligation d'expliquer dans quelle mesure, si mesure il y a, l'intelligence artificielle a été sollicitée pour la réalisation d'un article de presse ou d'un article sur Internet ou même d'une interview. Exactement, c'est comme un produit auquel on ajouterait peut-être la liste des ingrédients. Nutri-Score certifié A sans IA. Tout à fait. Et puis tu parlais des visuels, des photos, en affirmant qu'aujourd'hui, en y regardant bien, on pouvait distinguer une photo générée par intelligence artificielle d'une photo qui aurait été prise par un photographe. Néanmoins, on sait aussi que les IA vont faire énormément de progrès. Sous quel horizon penses-tu qu'il sera impossible à l'œil humain de pouvoir faire la distinction ? Je pense qu'on y est déjà. Je pense que déjà, il devient très compliqué de distinguer la réalité, le faux de la réalité. Donc peut-être qu'il faut regarder le média qu'il diffuse. Il faut peut-être regarder qui a repris cette information et faire soi-même un travail de recoupement. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que 3 médias reprennent une information, on peut penser que effectivement cette information est plutôt bonne, même si certains médias peuvent aussi tomber dans un piège. Donc le risque zéro de ne pas se tromper quand on lit une information, pour moi, il n'existe pas. Mais de tout temps, on sait très bien que certaines puissances dans le monde utilisent les médias pour faire passer des messages. Oui. Et parfois, on ne s'en aperçoit même pas. Hein. C'est le rôle des lobbying, c'est le rôle des grandes puissances commerciales aussi, c'est le rôle des influenceurs maintenant. Donc le vrai du faux, je pense qu'il n'est pas du tout difficile à discerner depuis l'IA. Il est difficile à discerner depuis toujours. Effectivement. Et de fait, si je reprends ce que tu disais, vous intégrez aujourd'hui à l'ISFJ une sensibilisation à vos cursus sur la détection des contenus qui sont générés par IA, sur aussi la création des contenus qui peuvent être assistés par l'IA. Et est-ce que tu penses que ça devrait être généralisé peut-être à toute forme d'enseignement, et pas uniquement au journalisme ? Je pense que la sensibilisation à l'utilisation des nouveaux outils informatiques, dont l'IA, devrait commencer effectivement dès les classes d'étudiants ou le lycéen ou le collégien à qui on va demander d'écrire. Parce que j'imagine très bien qu'un collégien à qui on demande une rédaction sur ses vacances, là, il va la faire directement avec l'IA. Hein. Ça, c'est sûr. Et tu penses Et on n'y verra que du feu, parce que raconter ses vacances à la plage, et c'est là où la personnalité, la capacité à être allé sur le terrain, fera la différence. Et c'est là où les intervenants, les professeurs, les instituteurs devront demander dans les consignes quelque chose qui montrera que ce n'est pas l'IA qui l'a réalisé, mais un étudiant, un élève, un être humain.
Donc ça passera par une véracité dans l'écriture, une véracité dans les documents qu'on apporte, une capacité d'analyse. On verra que c'est un humain qui est derrière tout ça. Donc je pense qu'effectivement, c'est là où la formation a son rôle à jouer. C'est que même dans l'approche pédagogique, il faudra que tout cela soit repensé. Et comment est-ce que vous parvenez à l'ISFJ à tenir le rythme, puisqu'on sait que les intelligences artificielles évoluent énormément. On focalise beaucoup sur les agents conversationnels, mais il y a bien d'autres formes d'IA qui peuvent être utilisées. Comment vous parvenez justement à intégrer dans vos cursus cette évolution-là et à tenir ce rythme-là ? Alors, il y a une certaine agilité à adapter les cursus, puisque l'IA finalement est apparue il y a seulement 2 ou 3 ans de manière assez officielle. Donc déjà, on a introduit des cours d'éthique et d'IA, des cours de montage où on peut utiliser l'IA également, des cours de sous-titrage, de traduction où on peut utiliser l'IA. Mais je pense que l'IA, elle va beaucoup plus vite que l'adaptation pédagogique. Donc il faut presque arriver en permanence à faire de la veille, ce qu'on appelle nous la veille pédagogique. C'est ce que vous avez mis en place ? Ce sont des outils qui sont mis en place de plusieurs manières. D'abord, nous en tant que pédagogues, nous sommes abonnés à des tas de sources qui vont permettre d'en savoir plus sur l'IA. Les intervenants que nous sollicitons doivent aussi se former en permanence aux nouveaux outils, doivent nous apporter la preuve qu'ils ont suivi des formations, qu'ils ont assisté à des colloques, qu'ils ont été à des conférences, par exemple. Et puis, autre partenaire indispensable, les entreprises, puisque les étudiants sont en alternance, et donc les entreprises doivent aussi nous sensibiliser à leurs nouvelles pratiques en lien avec l'IA et comment soit nos étudiants doivent y être formés, soit au contraire, il faut les freiner ou les cadrer pour que dans les entreprises, ce ne soit pas non plus le chaos. Donc non, il y a des garde-fous, des possibilités d'évoluer, une agilité à s'adapter, mais il ne faut pas non plus se dire que tout doit être soumis à l'IA et que parfois, avoir un tout petit peu justement de recul avant de se lancer tête baissée dans quelque chose qui, de toute façon, à un moment donné ou un autre arrivera, et bien peut-être trouver justement le contre-pied à l'IA et ses nouveaux outils. Donc ça va être, j'en parlais tout à l'heure, l'investigation qui ne sera jamais remplacée par l'IA et qui sera toujours le vrai plus du journaliste. Donc cette idée d'adapter la pédagogie tout en étant très, je dirais, vigilant sur son utilisation, en lien avec les entreprises qui, elles aussi, ont leur mot à dire, et les intervenants qui, effectivement, sont en activité aussi. Donc, ces acteurs-là nous guident, nous éclairent, et soit nous demandent d'accélérer, soit au contraire d'un peu freiner. Et toi, en tant que directeur de l'ISFJ, est-ce que tu utilises l'IA au quotidien, et si oui, comment ? Je dois dire que je commence à utiliser l'IA de plusieurs manières différentes. D'abord l'IA pour vérifier que les étudiants n'ont pas triché, première chose. Ensuite l'IA pour finalement faire un parallèle entre un plan de cours proposé par un intervenant et un plan de cours proposé par l'IA. Et parfois, eh bien, l'IA va nous enrichir, va nous éclairer, ou au contraire va nous montrer qu'elle n'a aucune personnalité, aucune valeur ajoutée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, l'IA aussi, parfois, pour vérifier des informations, pour trouver des informations. C'est tout simple. Par exemple, le Tour de France qui est passé par la butte Montmartre, eh bien, j'ai tout de suite appelé l'IA pour savoir quel était le dénivelé, combien de watts étaient dépensés par les coureurs, etc. Et ça, avant, je passais par Google, par exemple. Mais maintenant, je vais directement sur l'IA parce qu'elle va beaucoup plus vite. Et puis surtout, on peut affiner ces questions. Donc finalement, parfois, l'IA et l'utilisation de Google, c'est un peu la même chose. Mais je pense qu'il y a une rapidité d'exécution, une richesse d'informations et une compréhension de la demande qui est beaucoup plus fine. Donc petit à petit, je me mets à l'IA
Mais ce n'est pas évident pour moi. Et je trouve que ça peut être aussi parfois un piège, parce que ça nous permet un peu par souci d'accélérer, de gagner du temps, voire, entre guillemets, par un mot que je déteste, par flemme, de solliciter l'IA. C'est comme, par exemple, le GPS. Pendant très longtemps, moi, j'ai fait du reportage en regardant une carte routière pour me déplacer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, sans jamais utiliser le GPS. Jamais. Mais le jour où j'ai compris que vraiment c'était extrêmement puissant, j'ai plus jamais utilisé une carte routière. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En tout cas, je peux me rendre à un rendez-vous quasiment les yeux fermés, ce qui n'était pas possible avant. Donc oui, il faut s'y mettre. Bien sûr, mais c'est comme le smartphone. Hein. Ceux qui refusaient le smartphone et qui voulaient conserver leur téléphone à clavier, à clapet. C'était pratique pour mettre un terme de façon un peu grandiloquente à une conversation déplaisante. Voilà. Mais malheureusement ou heureusement, il n'y en a plus un qui l'utilise. C'est vrai. Il y a encore quelques résistants et je pense qu'il y aura toujours des... Et c'est bien qu'il y ait de la résistance. C'est bien. Bien sûr, et puis on observe aussi qu'il y a souvent des retours arrière aussi, hein, puisque tu parlais en début d'échange justement du numérique qui avait peu à peu remplacé l'argentique, par exemple, dans la photographie. Et on observe aussi qu'il y a comme un côté un peu vintage, un retour aux sources, où aussi on continue à valoriser énormément l'argentique. Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi, peut-être dans quelques années, des décennies, un retour vers un journalisme 100% intelligence humaine et qui, justement, voudra s'affranchir de l'intelligence artificielle? Mais je pense que ça existe déjà. De même qu'il y a des grands médias, il y a des agences de presse complètement indépendantes, il y a des sites internet qui revendiquent une liberté de ton qui n'existe nulle part ailleurs, qui revendiquent des méthodes de travail qui sont effectivement 100% naturelles, entre guillemets. Donc bien sûr que ça existe. Mais tous les journalismes ne peuvent pas se le permettre. Toutes les informations ne le nécessitent pas forcément. Et encore une fois, je pense que ce journalisme-là, c'est celui de l'investigation, celui de l'enquête, celui qui continue et qui continuera à éveiller les consciences, à faire bouger les lignes, à bousculer celles et ceux qui ont un pouvoir sans limite, à mettre des garde-fous. Bien sûr, ça continuera toujours et de tout temps. Mais on remarquera quand même que ces médias-là, ils peuvent exister maintenant grâce à Internet. Et ces médias-là, il y a quelques années, ne juraient que par le papier, par exemple. Bien sûr. Et à un moment donné, ils ont la chance de pouvoir continuer de manière peut-être même moins onéreuse, parce que l'outil informatique permet justement de diffuser de l'information, de toucher une cible peut-être plus large et d'exister et de perdurer. Donc l'outil finalement n'est pas si inintéressant que cela. Mais avec l'outil, les pratiques peuvent garder une certaine éthique. Hein. C'est comme peut-être l'agriculture bio versus l'agriculture intensive. On peut avoir des garde-fous, puis un mélange des deux aussi, pourquoi pas. Tu soulignes beaucoup et tu insistes sur le rôle de l'investigation dans le journalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, utiliser l'intelligence artificielle, c'est faire de l'investigation ? Alors, utiliser l'intelligence artificielle au service d'une investigation, oui. Mais a priori, l'intelligence artificielle n'a pas notion d'une information qui n'existe pas encore. Mais elle peut peut-être nous aider à la retrouver, à la chercher, à l'améliorer, ou tout simplement peut-être à nous donner une idée. Je pourrais peut-être demander à l'intelligence artificielle quel sujet d'enquête n'a jamais été mené. Tout à fait. Et là, elle va me donner une idée. Exactement. Mais dans le sens où aujourd'hui, il est incontournable aussi pour le journaliste de parler de l'intelligence artificielle et d'aborder ces problématiques, l'impact, les enjeux, etc. Le fait d'utiliser l'intelligence artificielle peut être vu comme finalement une enquête de terrain, puisque le journaliste va pouvoir aussi avoir du recul, avoir une expérience, avoir peut-être aussi des retours à faire et peut-être un positionnement par rapport à l'usage de ces outils. Auquel cas, ça peut devenir en soi aussi une investigation, tout simplement, d'utiliser l'intelligence artificielle.
Bien sûr, on peut explorer un univers qu'on maîtrise mal et se former pas à pas. Et pourquoi pas, effectivement, se dire que l'intelligence artificielle, c'est un monde à part entière. Et peut-être que ça nécessite effectivement d'y mener l'enquête. Et si on ne pouvait pas pousser encore plus loin, de se dire qu'est-ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et là, on pourrait, et la boucle serait bouclée, l'intelligence artificielle au service de sa propre explication, de sa propre dénaturation, voire de sa destruction. Eh bien, écoute, Ludovic, je pense que c'est le mot de la fin de cet échange. Nous allons... Déjà ? Et oui, déjà, ça passe très très vite. Extrêmement Il faudra rapide. revenir. Oui. Je serai peut-être qu'un clone dans quelques années, donc profitez de ma vraie présence. Idem. Je pense que Non, l'animatrice de ce podcast sera peut-être C'est impossible. de un me avatar remplacer. humanoïde. Non. Vous êtes irremplaçable. Nous allons à présent, Ludovic, passer à la séquence questions de fin, donc avec des questions en rafale. L'IA dans l'enseignement, est-ce un moteur ou un mirage ? Un moteur. Très bien. Une chose que l'IA ne remplacera jamais dans la création de contenu de formation. L'IA ne pourra jamais remplacer l'investigation journalistique. Très bien. Un outil IA que vous utilisez. Le chat, Pas développé du tout. par Mistral, si je ne me trompe pas, qui est la version française de ChatGPT. D'accord. Mais oui, Très bien. Eh Mais bien, oui. j'apprends Vous quelque connaissiez chose. pas ? Merci beaucoup. Non, pas du tout. mais si, il faut. Alors, ça a été soufflé par quelqu'un qui nous gouverne, qui a expliqué, c'était il y a 1 an, je crois, que voilà, la France n'était pas forcément en retard du tout sur l'IA. Et le chat conversationnel ChatGPT pouvait être concurrencé par le chat. Très bien. C'est comme ChatGPT, hein, mais voilà, il est peut-être nourri un peu différemment. Et a priori, c'est plutôt français. Donc on peut aussi se dire que finalement, cet outil nourri par une intelligence imaginée par des Français, ou en tout cas des esprits européens, est peut-être différent dans sa restitution qu'une intelligence artificielle nourrie par des Américains, par exemple. Tout à Ça, ce fait. serait intéressant de... Ça peut être un vrai sujet aussi C'est un vrai sujet. d'investigation. Et je pense qu'il y a peut-être une réalité derrière ça. Ça peut être très intéressant de l'explorer. Oui, exactement. Je vous donne une idée. Tout à fait. Et est-ce que, au contraire, tu as des outils que tu évites à tout prix ? D'intelligence artificielle ? Oui. Oh, j'en utilise pas assez pour me dire que j'éviterais à tout prix certains outils. Des outils, par exemple, audio génératifs ou qui vont générer des images de façon artificielle ? Non, parce que ça peut être une manière d'agrémenter un sujet, lui donner une autre dimension artistique, technique. Donc non, je ne me limite pas, mais ma limite, c'est que je suis loin de tout connaître. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Tant que je ne connaîtrai pas tous les outils d'intelligence artificielle à ma disposition ou à notre disposition, je dirais qu'il faut aller les explorer. Et là, c'est peut-être la spécialité de certains que de nous nourrir chaque. Je sais qu'il y a sur Internet des spécialistes qui, chaque jour ou chaque semaine, font le bilan des nouvelles intelligences artificielles qui sortent. C'est hyper intéressant. J'ai découvert telle intelligence pour faire ceci, pour faire cela. Et quelque part, c'est l'IA au banc d'essai. C'est pas mal ça. Plus ça, pour moi, qu'il faut aller explorer. Et si tu pouvais supprimer une idée reçue sur l'intelligence artificielle dans le monde du journalisme, quelle serait-elle ? L'idée reçue à propos de l'intelligence artificielle en lien avec le monde du journalisme, c'est l'IA va remplacer le journaliste. Ça, c'est une idée qui est totalement reçue. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic, pour cet échange fort enrichissant. Merci beaucoup, Tania, de m'avoir permis de m'exprimer. Ce fut un plaisir. Plaisir et partagé. j'espère qu'on pourra, dans quelques mois aussi, refaire une passe sur toutes ces questions. Et pour vous tous, vous nous retrouvez comme toujours sur notre chaîne YouTube et Spotify. À bientôt pour un nouvel épisode du Lab Quark.